Monsieur Toubon, je vous donne la parole. Merci. Bonjour à tous. Je voudrais d'abord dire ma reconnaissance à l'équipe ici de Berlin, de l'Institut français, et à tous les partenaires, le Börsenverein et tous les partenaires allemands et français qui ont permis cette journée. Elle a connu quelques, comment dirais-je, un parcours un peu chaotique lié à des événements qui nous dépassaient de beaucoup, notamment la visite du président Obama ici au mois de juin. Mais elle se tient aujourd'hui et je suis très content que nous ayons à la fois toutes les personnalités qui y participent et qui vous apportent leurs témoignages, leurs propositions, et un large public qui viennent participer à cette journée. Rien ne se fera dans ce domaine, comme dans beaucoup d'autres, mais dans ce domaine en particulier, rien ne se fera s'il n'y a pas une forme de complicité, je dirais, et de collaboration entre l'Allemagne et la France pour conduire une politique, un projet politique à l'intérieur de l'Union européenne. On essaye de voir un peu ce que pourrait être en fait l'Europe dans ce domaine. Et comme vous le verrez, je parlerai très largement au-delà du livre. Je commence d'abord par qu'est-ce qu'il y a pour l'Europe aujourd'hui dans l'Union européenne. C'est une Europe en creux. C'est-à-dire, c'est une Europe qui fait peser sur les politiques nationales, car les politiques dans ces domaines restent essentiellement nationales, qui fait peser sur les politiques nationales des contraintes qu'elle impose aux industries culturelles, et en particulier, par exemple, à l'industrie du livre. Mais en même temps, et c'est ça le sujet de cet après-midi, il n'y a pas de solution en dehors de l'Union européenne parce que nous avons choisi un espace économique, un espace des hommes et des femmes et des jeunes unique, parce que nous aurons de plus en plus, quelles que soient les difficultés et les péripéties de l'Europe aujourd'hui, nous aurons, et en particulier dans la zone centrale, c'est-à-dire la zone de l'euro, nous aurons une forme d'intégration, et donc il n'y a pas de solution, et encore moins, bien entendu, sur un sujet qui est par définition transfrontière, car les réseaux ne s'arrêtent pas au poste de douane, c'est bien connu. Et donc, cette Europe en creux qui réglemente, qui limite, mais elle ne construit pas. Et je vais en prendre 3 exemples, et puis ensuite j'essaierai, c'est mon propos, de définir ce que je crois pourrait être une Europe qui construit une industrie des services numériques, et en particulier une industrie des services numériques qui dissémine les contenus culturels, les œuvres culturelles et artistiques. Un sujet, le prix. Alors, en matière de livres, vous êtes très bien placé, puisque depuis maintenant 32 ans, on applique le prix en France, et puis progressivement dans tous les autres pays, 2002 en Allemagne, un prix fixé par l'éditeur. Bien. Le distributeur ne peut vendre que dans une certaine petite marge autour d'un prix qui a été défini par l'éditeur. Il y a aujourd'hui entre 10 et 15 pays, suivant la façon dont on calcule, qui appliquent ce système. Ce système a été accepté, toléré par la Commission. Mais en revanche, pour la nouvelle distribution, c'est-à-dire la distribution en ligne, la Commission a dit « Ah non ». Alors, nous avons en France, depuis novembre 2011, appliqué le prix fixé par l'éditeur au livre numérique. Bon. Pour le moment, la Commission n'a rien dit, car nous avons fait une définition très stricte de ce qu'on appelle le livre homothétique. Et la Commission ne nous a pas poursuivis, contrairement à ce que je vais dire tout à l'heure sur la fiscalité. Mais, cela étant, comme vous le savez, l'an passé, elle a dénoncé les accords passés entre
5 éditeurs et la plateforme d'Apple, et elle a obligé les éditeurs à défaire ces accords, à renégocier de nouveaux accords, et en fait, en application de la politique de concurrence, elle dit en gros aux éditeurs, vous ne pouvez pas imposer aux plateformes le prix que vous voulez. Et il y a quelques jours, vendredi, le juge de New York, Madame Denise Coté, a décidé que Apple ne pourrait plus passer d'accord avec les éditeurs qui fixent le prix. Si l'on considère que, en général, malheureusement, la Direction générale de la concurrence à Bruxelles s'aligne sur les positions du ministère de la Justice américain, on peut craindre que nous ayons en fait, d'une manière ou d'une autre, une remise en cause de l'accord fondamental entre éditeurs et distributeurs et libraires qui porte sur le niveau du prix. Et tout ceci, naturellement, ayant pour conséquence de laisser le champ libre à l'opérateur qui est en position dominante aujourd'hui, c'est-à-dire Amazon, qui est d'ailleurs celui qui a dénoncé le contrat d'agence, qui a dénoncé et qui, aux États-Unis notamment, a carrément fait un procès à Apple. Donc, vous voyez que c'est une Europe en creux et contradictoire avec les objectifs que nous pouvons rechercher. Sur les aides, ce qu'on appelle les aides d'État, sur les politiques de soutien, le régime des aides d'État est extrêmement restrictif. Et par exemple, en ce qui concerne les mesures qui, en France, sont envisagées ou sont prises pour aider les librairies, l'Union européenne est toujours très attentive à ce que la source de ces aides ne soit pas budgétaire, mais qu'elle soit interprofessionnelle. Alors, si c'est de l'argent qui vient du marché et de la profession et qui est redistribué au profit d'un secteur, je veux bien. Mais si le budget... Et c'est comme ça que, un jour ou l'autre, personnellement, je pense que vont être mises en cause les aides que des collectivités locales font, par exemple, aux librairies. Je suis persuadé qu'un jour, quelqu'un va mettre son nez là-dedans. Deuxième exemple. Troisième exemple, naturellement, et qui est celui que j'ai traité, donc qui est le plus massif pour moi, c'est naturellement celui de la fiscalité. Les contenus culturels ne sont pas traités en tant que tels. Ils sont traités suivant leur mode de distribution. Un bien culturel physique dans un commerce physique va bénéficier, c'est le cas du livre, d'une fiscalité indirecte, la TVA, favorable, c'est-à-dire d'un taux réduit. C'est 25 pays sur 28 appliquent un taux réduit de TVA aujourd'hui, sur le livre en papier. Mais en revanche, quand ce livre, ou tout autre produit d'ailleurs culturel, film, vidéo, musique, etc., est distribué en ligne, on ne s'occupe pas de savoir si c'est un contenu culturel ou si c'est les horaires d'avion. On applique la même fiscalité, celle des services numériques. Et en 2000, l'Union européenne a décidé que tous les services numériques paieraient une TVA au taux normal, le taux normal étant le taux le plus élevé, bon, c'est-à-dire aux alentours de 19, 20, 21, suivant les pays, 25 au Danemark. Nous sommes dans une politique, je le dis, parce que c'est là où se situe une des difficultés, ou une des causes de nos difficultés. Au même moment, c'est-à-dire à la fin des années 90, au début des années 2000, les Américains ont pris exactement la position inverse. Ils ont décidé de tout faire pour favoriser l'émergence des services électroniques et des services en ligne, et en particulier un moratoire fiscal. Et nous, au même moment, nous avons décidé, il faut le dire, par conservatisme ou par manque de clairvoyance, qu'il fallait éviter de concurrencer les commerces ou que ces technologies étaient diaboliques, et donc on a décidé, on va les taxer comme pour le reste. Et nous sommes donc aujourd'hui dans cette situation de désavantage compétitif dont parlait Anne il y a un instant, et auquel s'ajoutent d'ailleurs toutes les manœuvres d'optimisation fiscale qui font par exemple que
toutes les sociétés, les grandes sociétés américaines de distribution, ont trouvé un hub fiscal qui se trouve à Luxembourg et d'où elles facturent pour l'ensemble des services qu'elles font payer en Europe. Cette distorsion entre physique et virtuel, c'est naturellement la bataille que la France a lancée, mais en fait, elle s'inscrit dans un contexte qui va bien au-delà. C'est le contexte de ce que j'appellerais le grand casino de l'optimisation fiscale, qui est que toutes les compagnies multinationales, mais en particulier les compagnies numériques, parce que c'est plus facile avec le numérique, s'installent et ne payent pas d'impôts là où elles s'installent. C'est-à-dire qu'elles ne s'installent pas là où elles en paieraient, elles se débrouillent pour que leurs revenus tombent un jour, après un processus quelquefois assez compliqué, mais toujours légal, dans un pays où ces revenus ne sont pas taxés et sont simplement thésaurisés pour payer les dépenses en investissement et en marketing que ces grandes compagnies font à milliards et milliards de dollars et qui leur permettent naturellement de dominer le marché. Et donc, le livre est un cas particulier de cette situation et je nous regarde d'oublier dans cette situation aussi le piratage, pour lequel, il faut bien le dire, l'Union européenne est tout à fait absente, et quand elle prend des positions contre la lutte contre le piratage. Et en particulier, le Parlement européen s'est fait une spécialité de défendre la liberté des internautes et la protection du droit d'auteur, c'est le cadet de ses soucis. À partir de là, de cette situation que je dirais en creux, et de cette situation dans laquelle on comprend bien que, par exemple, les éditeurs européens soient en demande. À partir de là, je crois qu'il ne faut pas se plaindre, il ne faut pas jérémier, il ne faut pas dire la Commission ne fait pas ça, elle n'est pas bien, elle n'est pas gentille, M. Almunia fait des bêtises et tout ça. Il faut que, puisque l'Union européenne est gouvernée par une trinité qui est la Commission, le Parlement européen et les gouvernements, c'est-à-dire le Conseil européen et le Conseil des ministres, il faut que les gouvernements prennent des initiatives pour, et je vais essayer d'en donner quelques exemples cet après-midi, pour une politique européenne dans le domaine des services virtuels. Et je le dis tout de suite, ce n'est pas la question du livre, ce n'est pas la question des contenus culturels, c'est une question de vie ou de mort pour l'Europe. Si en 2030 ou 2040, peu importe, selon les études prospectives qui sont faites, 30% du PIB de l'hémisphère nord, et l'hémisphère nord, ça va jusqu'en Chine, de l'hémisphère nord provient de services virtuels, et si tous les services virtuels proviennent de pays qui sont extérieurs à l'Europe, je pose la question. Qu'est-ce que nous faisons du trou noir que nous avons à voir devant nous et où nous serons uniquement des acheteurs à des industriels ou à des fournisseurs de services qui sont à l'extérieur? Comment est-ce que nous continuerons à payer nos services publics? Comment est-ce que nous continuerons à payer notre protection sociale? Avec quelle masse économique, puisque nous aurons lâché ce qui sera en train de devenir l'essentiel de l'économie? C'est ça la question. Et ça dépasse, et c'est l'ancien ministre de la Culture qui vous le dit, hein, et le propagandiste de l'exception culturelle. Ça dépasse de beaucoup cette question. C'est vraiment la question de savoir si nous sommes décidés ou pas à être dans l'économie mondialisée, et en particulier dans l'économie numérique, un acteur, un producteur, un écrivain, quelqu'un qui écrit la pièce qui se joue, ou au contraire, simplement le spectateur qui paye son billet à l'entrée et ses taxes en plus. Voilà. Ce que nous sommes aujourd'hui, pour l'essentiel. Donc, à partir de là, je pense qu'il faut qu'on essaye de mettre en place
des politiques qui conjuguent la recherche de la compétitivité et l'objectif de la diversité. Je parle dans le domaine culturel, parce que c'est ce dont nous avons besoin. Il est clair que si nous atteignions la compétitivité à travers la concentration, comme l'ont fait les grandes boîtes américaines, ça ne serait pas du compte, parce qu'à ce moment-là, nous perdrions ce que nous voulons, nous, en Europe, c'est-à-dire dans la diversité. Il faut donc que nous menions des politiques qui, à la fois, nous permettent d'être compétitifs, durables, et d'autre part, profitables, et d'autre part, d'assurer la diversité que nous souhaitons. Et l'exemple de la France, je le prends parce que c'est simplement la première qui a pris des initiatives, de décider la baisse de la TVA, le taux réduit de TVA, et d'autre part, l'extension aux livres en ligne du prix fixé par l'éditeur, c'est un exemple de ces régulations qui peuvent permettre d'aller plus loin. Alors, ce que je vais vous faire un petit exposé sur ce que je pense est une stratégie de ce type, dans lequel vous me direz à un moment, mais le livre, c'est pas grand-chose au milieu de ça. Je crois qu'il faut bien être conscient que si l'on veut que la situation du livre soit réglée, il faut qu'elle soit réglée dans une politique d'ensemble. Parce que, et c'est un vieux routier de l'Union européenne qui vous parle, il n'y aura pas de politique spécifique des contenus culturels au niveau de l'Union européenne. Il n'y en a jamais eu depuis 1957, il n'y en aura encore moins lorsque nous serons 30, 31, 35, et ce n'est pas vrai. Ne nous berçons pas d'illusions. Ne pensons pas que nous allons pouvoir créer l'oasis des contenus culturels au milieu d'une politique économique européenne qui, par définition, serait ultralibérale, tout ce qu'on veut, enfin tout ce que disent les gens sur l'Union européenne. C'est pas vrai. Il faut que nous utilisions les outils de la politique européenne au profit d'une industrie de services numériques qui permettent de disséminer nos contenus culturels et d'apporter la plus-value à nos plateformes, à nos industries, et non pas aux industries qui sont outre-mer et qui sont à l'extérieur. Et c'est pour ça que le livre se situe à l'intérieur d'une politique qu'on peut trouver un peu, comment dirais-je, bassement économique ou technocratique, mais n'empêche que c'est, à mon avis, par là que vient le salut. Alors d'abord, premier volet de cette stratégie, naturellement, une politique de soutien. Et cette politique de soutien, elle relève en grande partie de la commissaire et de la direction générale qui est chargée de l'agenda numérique, Nelly Creus, dont vous savez tous, probablement dans cette salle, qu'elle est le commissaire qui, depuis le début, c'est-à-dire depuis l'été 2010, a soutenu que le livre numérique puisse bénéficier du taux réduit de TVA. Et tout à l'heure, Thibaut Kleiner, qui est à son cabinet, en parlera seulement. Mais ces politiques de soutien, c'est naturellement une politique de financement particulier. Une des caractéristiques de l'industrie des services américaine, c'est qu'elle bénéficie d'un capital risque inépuisable, et chez nous, il n'y en a pas. Je caricature, mais en gros, c'est la grande différence, en particulier entre l'Europe et les États-Unis. Et puis, naturellement, il faudra que nous, dans le soutien, nous allions nous appesantir vers quelques filières stratégiques. Alors, on parle toujours du haut débit, du très haut débit. On a l'impression que l'Union européenne ne s'occupe que de ça. En réalité, ce qu'il faut, c'est aussi agir pour l'ensemble des industries culturelles et créatives. Et c'est là où il y a peut-être une certaine reconversion mentale à faire. C'est que nous passions, en ce qui concerne les industries culturelles et créatives, en ce qui concerne les contenus culturels, d'une attitude, comme je l'ai décrite tout à l'heure, en creux, qui fixe des règles et des contraintes, à une attitude constructive, c'est-à-dire une attitude qui bâtisse une politique avec un certain nombre de mesures de soutien, etc., et de mesures notamment pour soutenir. C'est un point très important, et je crois que ce matin, dans Xavier Darcos en a bien parlé,
pour soutenir les mesures en matière d'éducation et de formation qui vont faire les nouvelles générations d'internautes, de plateformes, de créateurs et tout ça. Et ça, c'est extrêmement important. Et au point où nous en sommes, il est clair que l'Union européenne est compétente aussi là-dessus. On dit toujours l'éducation nationale, c'est national. Bon. Et surtout que Bruxelles ne s'en occupe pas. En réalité, il y a un certain nombre de sujets sur lesquels il faut... Le deuxième volet de cette politique, naturellement, c'est d'appliquer des règles, donc une politique de soutien. Ensuite, d'appliquer des règles du jeu équitables entre tous les acteurs du numérique. Et ça, c'est clair que le principal point de l'application de la législation européenne, c'est qu'on mène une politique de concurrence dont, je le dis en français dans le texte, qui ne soit pas cul par-dessus tête. C'est-à-dire une politique de concurrence qui, comme on l'a vu dans l'affaire du contrat d'agence, aboutit non pas à la concurrence, mais à la concentration. Voilà. Et que si la dénonciation des ententes qui sont hostiles à la concurrence, contraires à la concurrence, est naturellement la base même d'une politique favorable à la concurrence, très bien. Mais si par ailleurs on qualifie d'entente ce qui consiste à créer de la concurrence dans un système où il n'y en a pas, à ce moment-là, on est cul par-dessus tête, comme je viens de le dire, c'est-à-dire qu'on aboutit tout simplement à offrir le marché européen au monopole ou à l'oligopole d'Amazon et de, en gros, Apple et peut-être une ou deux autres maisons. D'où la grande difficulté d'ailleurs qu'ont toutes les tentatives. Ce matin, on a parlé de Libreca, on peut parler de Tolino qui s'est ouvert au 1er avril, les plateformes françaises, qu'elles étaient faites par les éditeurs ou par les libraires, etc. Très grande difficulté, naturellement, face aux rouleaux compresseurs que sont les grandes entreprises. Et là, je crois vraiment qu'il faut que les gouvernements, parce que seuls les gouvernements peuvent influer sur la politique de la Commission, il faut que les gouvernements, dans cette affaire, fixent des lignes, mais je pense qu'on ne peut pas accepter de couvrir, en quelque sorte, des positions dominantes. Regardez, en matière de publicité, il y a eu une action qui a été faite contre Google. Google a présenté des mesures, alors vraiment, des petites choses de bonne volonté. Je le ferai plus, madame. Je vais m'amender. Ne vous inquiétez pas, etc. Bon, alors naturellement, la commission, je veux dire, la direction de la concurrence a quand même dit ne vous fichez pas de nous. Donc, on a dit on veut plus. Mais pour l'instant, on n'a pas plus. Hein. Pour l'instant, Google, en matière de mots-clés publicitaires, etc., continue à faire son boulot, fait son référencement et derrière, naturellement, accumule les profits. Une politique aussi de fiscalité. Et là, naturellement, ça veut dire trois choses. Et pas seulement la TVA. Ça veut dire, ça veut dire une fiscalité sur les industries numériques. Aujourd'hui, je l'ai expliqué tout à l'heure, les industries numériques ne payent quasiment pas d'impôts. En gros, 10% de ce que, dans le droit commun, elles devraient payer. Et tout le monde s'en est aperçu, y compris ici, dans ce pays, où, depuis l'année dernière, on s'est mis à se poser de sérieuses questions sur ce sujet. Deuxièmement, donc, mettre en place un système de prélèvement sur les industries numériques ici. Deuxièmement, c'est naturellement, et c'est à l'Europe de le faire, c'est pas chaque pays qui peut le faire, renégocier les conventions internationales qui permettent de faire le fameux profit shifting, bon, et l'évasion des bénéfices. Et troisièmement, naturellement, travailler sur la TVA, ça veut dire mettre en place en 2015 la nouvelle règle, les services seront imposés au lieu où ils sont rendus et non pas là où la société qui les rend est établie, le taux réduit sur les biens culturels qui bénéficient d'ores et déjà de taux réduits pour ce qui concerne leur distribution physique. Et ça s'applique très spécifiquement aux livres et à la presse, car la presse est dans la même situation. Et puis, le troisième élément, naturellement, c'est de faire une politique alors plus spécifique pour les contenus numériques. Et là, bien entendu, la première chose à faire,
c'est de pouvoir le faire. Et pour pouvoir le faire, il faut que l'OMC, ça a été réglé en 1994 à Marrakech par l'exception culturelle, et que le nouveau traité de libre-échange avec les États-Unis ne l'interdise pas. C'est-à-dire que nous puissions continuer à conduire des politiques qui nous permettent d'avoir une autonomie de décision, une capacité de réaction, nous les Européens, nationalement ou sur le plan européen, pour les industries culturelles d'aujourd'hui. Je veux dire le livre en papier, je veux dire le cinéma sur les écrans, mais aussi pour les industries culturelles de demain. Car si demain, 50% par exemple, de toutes les images sont distribuées en ligne, à quoi servira-t-il de pouvoir faire une politique de soutien au cinéma dans les salles si, par ailleurs, la moitié du marché se passe sur les écrans d'ordinateur ou sur les petites machines mobiles? Donc, il est évident que le combat de l'exception culturelle, c'est d'abord le combat de l'extension de celles qui existent aujourd'hui, non pas seulement de sauvegarder celles qui existent aujourd'hui, mais d'étendre celles qui existent aujourd'hui au numérique et aux services en ligne. C'est ce qui a été décidé, au mois de juillet, et il faut naturellement nous y tenir. Et je dis à cette salle simplement que cela exigera une très grande vigilance, car le commissaire qui est en charge et un certain nombre d'États membres voudront revenir en arrière et, au fil des négociations, réintroduire, plus ou moins subrepticement, un certain nombre d'éléments, et notamment des services en ligne. Mais je pense que Danielle Auroi, tout à l'heure, la présidente de la Commission des affaires européennes de l'Assemblée nationale en France, sera mieux à même d'en parler, car elle est notamment l'auteur du premier rapport qui a été fait en février dernier par notre Assemblée nationale sur l'exception culturelle. Il faut naturellement une politique européenne qui soit favorable à des plateformes européennes. Anne en a parlé. Et il est clair qu'aujourd'hui, nous avons une difficulté. Et je trouve qu'il y a des voies, comme par exemple l'interopérabilité. Alors, je sais que l'interopérabilité, ça pose des problèmes. Ça pose des problèmes notamment pour les éditeurs, pour le droit d'auteur, etc. Bon, je sais. Mais l'interopérabilité, c'est-à-dire mettre en échec les formats propriétaires et ouvrir les plateformes pour unifier les plateformes, c'est probablement une des voies qui feront que les internautes auront plus envie de venir sur nos plateformes par rapport aux plateformes fermées comme sont aujourd'hui Amazon et iTunes. D'ailleurs, vous avez dans votre dossier l'étude qui a été faite à l'université de Mayence et qui est une remarquable étude sur ce sujet. Et je me suis aperçu d'ailleurs que Mayence, il y avait ce matin un écrivain qui était ici de Mayence, Mayence est un foyer, j'ai l'impression, pour notre sujet. Bon, et donc, je pense que nous avons à faire une politique de soutien qui permette que les plateformes européennes, les plateformes mises en œuvre par les éditeurs de livres, par exemple, ne soient pas, comme elles le sont aujourd'hui, encore un peu maltraitées. Et c'est pour ça que je compte beaucoup, par exemple, sur la DG Connect à Bruxelles, pour aller au-delà de ce qu'elle a déjà fait, par exemple, la Bibliothèque Europeana et tout ça. Je crois qu'aujourd'hui, il faut dépasser le secteur public et il faut pousser une politique en direction des acteurs privés, libraires, éditeurs, distributeurs, pour que des plateformes françaises, allemandes, européennes, belges, etc., puissent je ne veux pas le faire rougir, mais c'est clair que ce que Vincent Montagne a fait avec Isneo pour la bande dessinée, c'est un exemple qui mériterait d'être multiplié, à mon avis, parce que, pour dire les choses comme elles sont, ça marche. Et il est concurrentiel. Et c'est de ça dont nous avons besoin. Bien entendu, j'ajoute à ça la mesure de la TVA. Sur la TVA, nous attendons à Bruxelles des études économiques qui ont été commandées par la Commission au début de l'été. Elles vont tomber maintenant et on pense que le commissaire en charge, le commissaire lituanien, M. Šemeta, et la Commission
prendrons position dans les prochaines semaines. Une position de principe, c'est-à-dire ou bien la question du taux réduit est définitivement renvoyée à la prochaine commission, après les prochaines élections, ou bien cette commission décide de mettre en place une proposition de quelque nature qu'elle soit qui permette dès maintenant d'avancer le dossier d'une modification de la directive communautaire sur la TVA. J'ai bon espoir, je ne sais pas, mais je peux simplement dire que les professionnels, et en particulier la Fédération européenne des éditeurs, les professionnels français, allemands, néerlandais, scandinaves, etc., espagnols, ont fait un excellent travail pour essayer de convaincre la Commission, et j'espère qu'ils y réussiront. Enfin, les deux derniers points qui sont essentiels, bien entendu, c'est troisièmement, c'est la propriété intellectuelle. Anne en a parlé. Je pense qu'il faut qu'on soit très prudent dans ce qui va être fait, dans les modifications de la directive de 2001. Je sais, par ailleurs, que le système de licenciement européen est dans le sens de l'histoire et qu'il faudra, d'une manière ou d'une autre, trouver le moyen, avec, par exemple, les plateformes interopérables, de mettre à disposition plus facilement, en quelque sorte, les œuvres. Enfin, c'est le dernier point, je le citais tout à l'heure de manière générale, mais je veux le dire particulièrement pour le livre, le piratage est en train d'exploser pour le livre, comme il a explosé pour la musique, et c'est vrai qu'on constate, par exemple, de faibles augmentations du marché, mais il y a des pays, comme par exemple l'Espagne, ou pour ne pas parler de la Russie, où le piratage des livres est devenu une véritable industrie nationale. Les pays, les nations ne peuvent pas, comme l'a fait la France avec la Hadopi par exemple, les nations ne peuvent pas seules lutter. Il faut une politique européenne dans ce domaine aussi. Et enfin, et je le dis particulièrement ici en Allemagne, parce que c'est un point sur lequel les Allemands, à juste titre, sont extrêmement sensibles. Une politique européenne, une stratégie européenne des industries et des services numériques, c'est aussi une politique de protection des libertés, de la propriété privée, une politique de protection des données personnelles, une politique qui favorise la cybersécurité. Et je n'ai pas besoin de développer ça, toute l'actualité démontre que nous sommes encore très loin du compte. Mais je veux le dire parce que souvent, les Allemands ont le sentiment que sur ce type de sujet, ils sont plus attentifs ou plus vigilants que ne le sont d'autres pays partenaires. Moi, je peux vous dire qu'en France, et notamment à travers un organisme qui s'appelle la Commission nationale informatique et liberté, nous sommes extrêmement vigilants et que nous sommes de ceux qui poussons à Bruxelles une réglementation qui aille bien au-delà, pour dire les choses comme elles sont et pour résumer, de ce que veulent les grandes industries américaines. Voilà, simplement un peu ce que j'appellerais aujourd'hui le message qu'un pays comme le nôtre pourrait donner à l'Europe, à ses partenaires. Je pense que nous aurons l'occasion, pour préparer le Conseil européen du 25 octobre, que le président Van Rompuy a convoqué sur le sujet du numérique et de l'innovation. Je pense que nous aurons sûrement l'occasion de présenter des propositions. Mais bien entendu, ce que je veux dire ici, c'est que la France toute seule, quels que soient des sujets sur lesquels elle est supposée avoir une certaine compétence, c'est pas faux, la France toute seule est insusceptible de faire avancer les choses. C'est si l'Allemagne et la France travaillent ensemble que les choses pourront avancer. J'avais été très frappé l'an passé quand on a fait la réunion des éditeurs ici, avec le BIEF et le SNE, où on avait organisé cette réunion des éditeurs en mai 2012. J'avais été très frappé, c'était juste sur la question fiscale, j'avais été frappé de voir combien il y avait une sorte de mobilisation spontanée qui s'était créée. Et je suis frappé de voir combien, en Allemagne, depuis maintenant 2 ans et demi que j'accomplis ma mission sur la TVA,
j'ai vu monter la conscience, non pas des périls, mais la conscience de la nécessité d'agir sur le plan fiscal, sur le plan culturel, sur le plan économique, sur le plan légal, et à gauche comme à droite d'ailleurs. Et je pense que nous avons un moment, quelles que soient les circonstances électorales, bien sûr, il n'y aura pas de gouvernement en Allemagne avant la fin octobre, le début novembre, mais je pense qu'avec l'administration allemande et avec le futur gouvernement, nous pouvons travailler pour vraiment préparer ensemble ce Conseil européen, en tirer ensuite tous les résultats. Franchement, ce serait la plus belle conclusion pour le cinquantenaire. Parce que si le cinquantenaire ne doit consister qu'à commémorer le passé, ça ne va pas être très utile pour les générations futures. Le cinquantenaire, ça doit servir à préparer l'avenir. Or, l'avenir, c'est quoi? C'est que dans la mondialisation, dans le monde qui sera celui de la vie virtuelle, que l'Europe, c'est-à-dire l'Europe de Gutenberg, de Schiller, de Théophraste Renaudot ou de Beaumarchais, préserve, pour reprendre ce qu'a dit ce matin Roger Chartier, préserve la relation entre l'objet et le discours, la totalité textuelle qu'est un livre. Je pense que c'est le livre, tel que nous en parlons aujourd'hui, la pierre de touche de l'édifice politique, culturel et social de toute civilisation et de notre civilisation européenne.